Chers amis, bonjour. Une petite cartouche parce que je voulais faire une petite introduction à une semaine qui va être chargée. Celle d'après va être chargée aussi. Enfin, ce qui va être chargé, c'est la chaîne YouTube Vue du droit parce qu'il y a un certain nombre de projets en cours. Je vous en avais parlé quand j'ai fait un peu le bilan des 3 ans qui viennent de s'écouler. Je vais vous expliquer ce qui va se produire dans les jours qui viennent. Je vais en profiter pour vous dire que j'ai vraiment, vraiment besoin de votre soutien, le soutien matériel, parce que comme je vous l'avais indiqué, je ne souhaite plus continuer tout seul. Je vais toujours piloter, mais il y a des besoins matériels qui se font sentir, des collaborations dont j'ai besoin, et par conséquent, cette chaîne ne vit que de votre soutien, que de vos dons. Elle n'est pas monétisée, je n'y tiens pas trop. D'abord, je ne sais pas très bien comment ça marche. Et puis ensuite, je souhaite garder une totale indépendance et une totale liberté pour l'instant. Voilà, donc j'ai besoin de votre soutien. Alors, petite cartouche, parce que en attendant ce qui va se produire dans les jours qui viennent, que je vais, je me répète, vous décrire rapidement, je voulais envoyer un petit message, faire un petit billet vidéo d'humeur. Alors, j'ai pas mal publié sur les réseaux, essentiellement sur Twitter, mais sur Facebook un peu aussi. C'est le réseau social des vieux. Je également écrit des articles sur le blog, donc je vous incite, je vous demande de vous y abonner parce que c'est un ensemble. Et les 10 derniers jours, je ne me suis pas investi sur la question des vidéos. Alors, ce qui nous attend, c'est tout d'abord, il va y avoir de nouveau, parce que je sais que ça vous intéresse, une vidéo avec Hervé Carrès, notre guitare héros à nous qu'on a. Oui, parce que c'est un excellent guitariste de rock et son fils également. Donc, ils font des bœufs ensemble et son fils est virtuose, lui. Donc, notre guitare héros à nous va revenir et on va reparler de ce qui se passe sur le plan militaire en Ukraine parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a une information pléthorique, mais comme d'habitude, on ne sait pas trop la dimension stratégique de tout ça, les négociations entre les États-Unis et la Russie, les propositions de cessez-le-feu. Donc, on va faire un petit point de tout ça probablement en fin de semaine. Alors, je vais aussi faire une tentative d'une émission dont on n'a pas encore arrêté la périodicité avec l'ami Didier Maisto et Harold Bernat, qui sont des gens qui interviennent pas mal chez Aude Lancelin, pas seulement chez Aude Lancelin d'ailleurs, avec Didier, on est tous les deux sur Toxin. Je voudrais faire une émission de débat avec eux deux autour des questions directement politiques qui concernent la France. Et quand je dis directement politique, c'est un petit peu quel regard on peut avoir sur la catastrophe que nous sommes en train de vivre et sur les moyens éventuels d'en sortir, ou en tout cas les perspectives qui existent. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que le constat sera celui de l'absence de perspectives, mais cette émission, ce sera dans le courant de cette semaine. On va revenir sur la Chine, parce que la Chine, il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses. On a fait un livre, la recension vidéo du bouquin avec l'auteur du bouquin de Bruno Guig sur la Chine, qui était une approche extrêmement politique, historique et politique de la Chine. Là, je vais revenir avec notre partenaire Laurent Michelon sur ce qui se passe en Chine. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Ça accélère, ça va très, très vite. Et malheureusement, je crains fort que notre Europe, dans laquelle nous nous trouvons, n'a pas pris les bons wagons et que nous sommes en train de nous faire laisser exactement sur place. Alors, autre chose aussi, euh, ça fait un moment, j'en avais parlé, j'avais dit que j'allais faire des podcasts autour de mon livre, Une justice politique, revenir
sur le thème de ce livre, sur son actualité. Le projet est maintenant dans les tuyaux et il est, je crois, extrêmement important. Il est extrêmement important parce que il y a tout un tas d'éléments. Il y a eu des émissions sur l'infosphère, sur la presse alternative, sur l'arrivée de Macron au pouvoir. Je mets de côté les questions relatives à la polémique autour de Brigitte Macron, mais les émissions qui en ont parlé, les livres qui en parlent, reviennent sur les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Alors moi, j'avais une vision qui était une vision liée à la partie, et je maintiens que c'est un coup d'État, une vision qui était liée à la partie judiciaire du coup d'État, c'est-à-dire la partie finale, lorsque l'appareil judiciaire s'est mobilisé pour liquider François Fillon et permettre ainsi l'élection d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il y a eu d'autres manipulations et que c'est une opération qui s'était enracinée beaucoup plus loin dans le passé. Et ces approches, ces livres permettent effectivement de voir que c'est un coup d'État qui est parti d'assez loin. Alors bien sûr, il y a eu le livre à l'époque d'Éric Stemelen qui s'appelle Opération Macron sur la dimension médiatique de l'opération telle qu'elle a été menée. Il y a eu le travail qui a été fait, les travaux d'Andveld qui sont remarquables, euh, qui était chez Marianne et qui a fait jouer la clause de conscience. Et je pense qu'il a eu bien raison, compte tenu du changement qui vient de s'y produire, qui est tout simplement une reprise en main par l'oligarque tchèque qui en est le propriétaire. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a eu aussi d'autres informations, d'autres enquêtes, d'autres analyses qui montrent que, effectivement, c'est une affaire qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Et ça, moi, je l'avais sous-estimé. Tout a été fait, rien n'a été laissé au hasard. Je prends juste un exemple, y compris l'opération à laquelle j'avais cru, euh, non pas qu'elle puisse arriver au succès, mais qu'elle soit mise en œuvre, c'était l'opération Alain Juppé. Non, c'était probablement une opération de diversion. Les choses étaient en route depuis longtemps et le choix d'Emmanuel Macron pour réaliser cette opération, c'est-à-dire cette création de l'extrême centre pour mettre fin à la fausse alternance qui était en échec après l'échec de Sarkozy et l'échec de Hollande, eh bien, le choix était porté sur Emmanuel Macron depuis longtemps. Alors, le premier travail et le premier podcast qui va être fait, euh, ce sera celui sur justement la partie judiciaire du coup d'État. On viendra sur le reste après, mais sur la partie judiciaire du coup d'État, d'abord parce qu'on va faire ce podcast euh, et il sera disponible à tout le monde. Peut-être qu'après, il y aura un système différent parce que ça va nécessiter des moyens. Peut-être qu'il y aura un système d'abonnement, un système d'achat à l'unité, ou peut-être qu'il sera complètement open, je ne sais pas. Nous verrons. Mais ça va être le premier, disons, le, 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 le numéro zéro de ces podcasts qui portera sur cette opération judiciaire. Parce que le bouquin, il est sorti il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus maintenant. Il portait sur des événements qui ont eu lieu il y a 8 ans. Donc ça s'est un peu estompé dans les mémoires. Et puis, effectivement, comme il y a énormément d'actualités, que l'histoire a subi depuis l'intervention russe en Ukraine une accélération considérable, eh bien, nous allons effectivement avoir tendance à oublier ce qui s'est produit ou à sous-estimer la dimension judiciaire, l'engagement de la justice française, l'engagement de la magistrature pour l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est irréfutable et ce qui s'est passé après éclaire finalement ce coup d'État judiciaire parce que à la suite de ça, la justice est devenue un instrument politique qui protège Emmanuel Macron, son système et les gangsters qui l'entourent, et elle est devenue également un outil de répression féroce des mouvements sociaux. On se rappelle les Gilets jaunes, mais il y en a d'autres. Donc ça va demander pas mal de boulot et ça va faire partie de mon agenda de la semaine.
Alors, petite vidéo pour se détendre. Je me suis passé les nerfs, vous allez le voir, sur deux personnages et je vais vous demander de choisir. Je vais vous demander de choisir qui est celui qu'on peut considérer comme ayant été le plus abject de la semaine qui vient de s'écouler. Il y a l'ineffable Yakovlev, la ganache psychopathe, et il y a Sophie Primas, qui est la nouvelle porte-parole du gouvernement, dans le gouvernement Bayrou, bien sûr, qui s'est livrée à une vilaine infamie euh, que les caméras nous ont restituées. Donc, je vais vous réexposer ça et je vous demanderai, je vais faire peut-être un petit sondage sur les réseaux, je vous demanderai de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qui, à votre avis, quel est le lauréat de ce concours. Puis il y en aura d'autres après. Il y en aura d'autres après. Je pense en particulier à un infect aussi extraordinaire, mais qu'on connaît moins, mais qu'on connaît maintenant parce que il s'appelle Claude Maluret. Claude Maluret, c'est quelqu'un que j'ai traîné toute ma vie. Quand je dis j'ai traîné, c'est-à-dire qu'il était dans le paysage politique dès le départ. Regardez-le, à côté de qui il est. Alors attention, hein, c'est pas Jean-Claude Duss, hein, c'est pas Michel Blanc qu'on voit avec la moustache, c'est Claude Maluret. Et à côté de qui il est? À côté de BHL, bien sûr. Ils étaient jeunes à cette époque. Et il a marché dans toutes les cochonneries, toutes les vilaines combines. Il a accompagné Médecins sans frontières à l'époque de Kouchner. Il a trahi tous les engagements politiques qu'il avait prétendu avoir pris. Il est... Non, ça a été vraiment un florilège. Mais pour ceux qui le savaient, il a été maire de Vichy et il a été directeur de l'éthique du réseau Corian, le réseau des EHPAD, qui a été mis en cause violemment pour maltraitance sur les personnes âgées. Eh bien voilà, ça c'est joli, hein. Je suis directeur de l'éthique de Corian, alors que ce réseau est marqué par les scandales je veux dire, les plus détestables s'agissant de l'entretien des anciens. Euh, il a, au Sénat, fait un discours où il a, comme d'habitude, il l'avait fait pour les Gilets jaunes, il avait insulté les Gilets jaunes, il a insulté les gens qui s'interrogeaient ou s'opposaient à la stratégie sanitaire du Covid, mais toujours avec la même méthode, je fais de mauvaises blagues et j'insulte. Alors, il s'est permis d'insulter Donald Trump et Elon Musk, pourquoi pas, mais ce qui a été, c'était habituel, personne n'aurait dû relever, mais non, mais vous comprenez, comme en France, le système médiatique a soutenu bec et ongle la momie Biden, a appelé à voter pour Kamala Harris, se retrouve tout d'un coup, euh, comme les valets 100 mètres, désemparés parce que c'est désormais Donald Trump qui est à la manœuvre. Alors, il est de bon ton de mener des campagnes contre lui et de l'insulter. Et le discours ridicule de ce Maluret a été présenté comme euh, la chose magnifique qui avait fait le tour du monde, ce qui est parfaitement bidon. J'ai été faire quelques recherches, ça a été cité aux États-Unis, mais si vous voulez, ils sont tellement domestiques. Les Américains en ont parlé, hein, c'est tellement merveilleux. Ils ont tellement une mentalité de colonisé que, sous prétexte que certains aux États-Unis s'étaient servis de ce discours ou l'avait relayé. Ah, c'était magnifique, c'était un buzz mondial. C'est parfaitement bidon. La majorité mondiale n'a rien à fiche de monsieur Claude Maluret. Alors lui, en préparant, peut-être que on le fera passer au tourniquet. Il y en a d'autres. Bien évidemment, il y a l'ineffable Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, le fils de son père, un fils à papa. Euh, j'ai combattu et détesté son père. On va pas revenir là-dessus. Il est mort aujourd'hui. On va pas, je veux dire, rappeler un passé douloureux. Mais Glucksmann, c'est véritablement une imposture totale. Voilà quelqu'un qui est manifestement lié aux intérêts américains, qui a été probablement financé par l'USAID. Je dis probablement, mais
faudra qu'on cherche ça. Quand les dossiers vont s'ouvrir, s'ils s'ouvrent, ça je ne sais pas, mais quand les dossiers vont s'ouvrir, on va peut-être pouvoir en savoir un peu plus sur ce personnage. Ce qu'on sait aussi simplement aujourd'hui, c'est qu'il a été au- en Géorgie, qu'il a été le conseiller rémunéré d'un dictateur géorgien qui est aujourd'hui en prison là-bas, qui est aujourd'hui en prison, accusé de torture, de disparition d'opposants. Ah, il avait son conseiller qui était ce brave Raphaël Glucksmann. Euh, Par la suite, donc, il avait épousé, ce qui est son droit le plus strict, mais une ministre de l'Intérieur de Géorgie, qui ensuite, une fois que euh, Saakashvili, le fameux président aujourd'hui en prison, a été virée. Elle est allée se recycler en Ukraine, où elle est là aussi devenue, enfin, elle a eu des responsabilités au ministère de l'Intérieur, et avec les mêmes méthodes que celles qu'elle développait en Géorgie. Alors bon, il a changé de, il a changé sur le plan familial. Je n'ai rien de particulier à dire sur sa nouvelle compagne, mais ce passé géorgien aurait peut-être dû amener le Parti socialiste à ne pas lui donner. Il n'a jamais été socialiste, il n'est pas socialiste. Hein. Et on lui a collé un label de gauche qui est totalement usurpé. Peut-être que le Parti socialiste n'aurait pas dû en faire un tête de liste aux élections européennes, les dernières et celle-ci aussi, ce qui lui permet aujourd'hui d'exister, d'avoir des ambitions pour 2027, ben voyons. Donc là aussi, on a un personnage qui mérite l'attention et qui méritera peut-être qu'on rappelle qui il est. Alors il y en a d'autres, bien évidemment. Je pense à Caroline Fourest, toute l'équipe du journal qui ose s'appeler franc-tireur, que personne ne lit, mais qui va très bien parce qu'il appartient au même oligarque que celui qui est propriétaire de Marianne. Donc voilà, on verra. En tout cas, j'ai été long comme d'habitude, mais vous le savez. Je vais donc maintenant vous demander de jeter un petit coup d'œil sur les deux cibles que j'ai identifiées pour cette semaine et de me dire qui, à votre avis, mérite la décoration hebdomadaire, le label sur le caractère assez infect de ces interventions. Voilà. Alors voilà maintenant une séquence qui mérite de figurer sur le podium, peut-être la plus haute marche, mais ça, c'est vous qui choisirez. Ça démarre avec les interventions d'Emmanuel Macron, son discours, ce côté va-t-en-guerre, ses rodomontades et surtout sa collection de mensonges où il dit qu'il y a un énorme risque que la Russie nous attaque. Je caricature à peine. Donc, dans l'opinion publique, ça réagit un peu avec surprise. Dans le système médiatique, tout le monde approuve. C'est à qui chez les journalistes de cours sera le plus dans la surenchère. Sauf peut-être dans la partie politique, Marine Le Pen qui vient dire attendez, attendez, elle essaye de relativiser pendant que Bardella, lui, continue à se coucher dès qu'il peut. Donc, elle essaie de relativiser en disant non, mais attendez, le risque principal, c'est quand même le terrorisme islamique. À tort ou à raison. Je ne sais pas si on peut faire l'analyse de cette façon-là, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction des politiques, la réaction de deux ministres importants du gouvernement. J'ai nommé Gérald Darmanin et Sophie Primas, que je ne connaissais pas, sortie d'on ne sait où, qui est devenue porte-parole du gouvernement lors de la nomination et de l'installation du gouvernement de François Bayrou. Bien, eh bien écoutez, euh, écoutons ce que raconte notre ami Darmanin. Mais ce sont des citoyens russes, tchétchènes donc, qui ont tué Samuel Paty.
c'est un citoyen ingouche, donc russe, qui a tué Dominique Bernard. Donc la menace de l'État islamique, la menace islamiste, elle est aujourd'hui la plus dangereuse, même s'il peut y en avoir d'autres évidemment, vient de ces communautés de citoyens russes. C'est particulièrement répugnant. Les deux citoyens en question avaient obtenu l'asile chez nous. Ils avaient obtenu l'asile chez nous parce qu'ils étaient effectivement opposants au régime de Vladimir Poutine. Et donc là, Gérald Darmanin euh, fait glisser cette réalité vers l'affirmation ce sont des citoyens russes. Par conséquent, euh, la Russie doit être derrière. C'est ce que ça invoque. Mais c'est un peu difficile. C'est un petit peu difficile de dire ça parce que, évidemment, les gens ont quand même de la mémoire et se rappellent bien, compte tenu du traumatisme que nous avait causé l'assassinat, la tragédie de Samuel Paty, se rappellent un petit peu de quoi il s'agissait. En tout cas, il essaye à ce moment-là d'impliquer quand même la Russie. Ce sont des citoyens russes, et puis là, il va nous dire pourquoi c'est de la faute des Russes quand même. L'assassin de Samuel Paty, en tout cas sa famille, était arrivé en France il y a près de 20 ans. D'ailleurs, avec le DGSI à l'époque, avec Laurent Nunez qui était le patron du renseignement français, nous avions négocié le retour de ces personnes. Et aujourd'hui, les Russes ne reprennent plus ces personnes. Sans blague. Ils ne les reprennent plus, on est en guerre avec eux. On est en guerre, on a pris le parti de l'Ukraine, on arme l'Ukraine, on déverse des milliards d'euros, on leur fournit des moyens de bombarder le territoire russe dans la profondeur. C'est un choix qui est un choix politique, qui me semble d'ailleurs malheureusement soutenu par l'ensemble du corps politique de ce pays. Toujours est-il que nous, actuellement, nous assumons une forme de guerre vis-à-vis de la Russie. Et ils ne veulent pas reprendre ces citoyens que nous avons accueillis chez nous, à qui nous avons confié le statut, nous avons accordé, pardon, le statut de réfugiés, spécifiquement parce qu'ils étaient opposants à Poutine. C'est bien cette donnée qui a été prise en compte. Eh bien, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on les insulte à longueur de colonne, on leur fait la guerre, et ils ne veulent pas reprendre les citoyens qu'on avait recueillis parce qu'ils étaient des opposants, mais des opposants combattants. Il y avait une guerre civile en Tchétchénie. Eh bien, les horribles Russes refusent de les reprendre aujourd'hui. Donc, ce terrorisme, c'est de leur faute. C'est plus habile que ce qui va se produire maintenant avec cette intervention de Sophie Primas. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Joli, non? Il y a la menace russe, celle qui a été pointée par le président de la République et qui fait qu'on va dépenser 800 milliards d'euros pour se réarmer contre un risque dont chacun sait sérieusement qu'il est imaginaire. Eh bien, pour aider son président, pour montrer à quel point elle peut être servile, Sophie Primas vient nous dire que le risque islamiste, le risque terroriste, il est d'abord avant tout russe. C'est parfaitement abject, c'est le terme que je retiens. Il y a quelqu'un qui s'est bien exprimé à ce sujet, je vais lui passer la parole parce que il envoie du bois quand même, c'est Greg Tabibian dans son émission Je ne suis pas content ou Je suis pas content, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Eh bien, il y va fort, l'ami. Et le pire, c'est que votre rapine ne se limite pas à nos poches, vous dérobez aussi notre mémoire collective, allant jusqu'à piller les tombes de nos morts pour nourrir votre narratif guerrier. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse.
vous avez entendu, elle dit il ne s'agit pas de prendre les Français, hop, ça allait lui échapper pour des cons, parce que c'est tout ce qu'elle fait, elle les méprise. À ce niveau d'abjection, c'est une autre des facettes de sa personnalité. Bon, donc Greg Tabibian, lui, ça lui a vraiment pas plu. Heureuse professionnelle, profanatrice des mémoires, nécrophile politique allant jusqu'à déterrer le cadavre à peine enterré de Samuel Paty pour en faire un argument géopolitique. Charognarde ministérielle qui feint d'oublier que ce crime fut commis au nom d'un fanatisme religieux que toi et tes semblables avez laissé prospérer comme des champignons sur votre incompétence moisie, falsificatrice et hontée qui confond sciemment un islamiste radicalisé avec une menace russe orchestrée par le Kremlin, déployant une perfidie intellectuelle qui ferait rougir de honte Sarkozy en personne, opportuniste funèbre, prostituée mémorielle prête à danser sur n'importe quelle tombe pour servir ta propagande de guerre, tu es la quintessence de ce gouvernement de vautours qui transforme chaque tragédie en opportunité médiatique, chaque mort en argument politique, chaque douleur en capital électoral. Pas mieux, comme disent les jeunes aujourd'hui. Donc voilà, moi je m'en rapporte à ce que vient de dire Greg Tabibian. Simplement, je vais rajouter quelque chose. C'est que on profane bien évidemment la mémoire de Samuel Paty, on utilise la tragédie euh, pour des bas calculs directement politiques et électoraux. Euh, mais on va quand même en profiter pour rappeler que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on utilise de façon ignoble, la tragédie de Samuel Paty. Je pense à l'affaire du fonds Marianne. L'affaire du fonds Marianne que j'avais décortiquée au plan juridique à l'époque, quand le scandale a éclaté après un article fort opportun du journal Marianne, c'était avant le changement et la mise au pas de cet hebdomadaire. Donc, j'avais décortiqué en faisant la démonstration, à partir des compétences dont je dispose, du risque avéré de toute une collection d'infractions pénales graves. Favoritisme, recel de délit de favoritisme, escroquerie à but de confiance, détournement de fonds publics. Alors, comme il y avait eu un scandale, il y avait eu une commission d'enquête parlementaire très mal menée d'ailleurs. Parce que moi, je pense que si j'avais été parmi les questionneurs, j'aurais posé d'autres questions que celles qui ont été posées à ces agents qui ont profité des prébendes dépensées à l'occasion en utilisant la mémoire de Samuel Paty. La justice avait lancé une procédure, lancé une enquête préliminaire. Ça fait 2 ans. Bien naturellement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Personne ne peut imaginer que les magistrats français ne sont pas diligents, ne trouvent pas ça tout à fait scandaleux, des infractions pénales, en utilisant la mémoire d'une tragédie pour enrichir quelques amis. Non, non, les magistrats français sont vraiment d'une grande célérité dès lors qu'il s'agit de poursuivre ce genre d'infraction. Ben non, il ne se passe strictement rien, ça n'est pas nouveau. Enfin, vous connaissez mes positions, vous avez l'habitude de mes prises de parole sur ce sujet, de cette complaisance de la justice vis-à-vis du euh, système Macron. Après l'avoir fait élire, on le protège. Alors, dans cette course à l'abjection, il y a quelqu'un qui tient la corde. C'est le, entre guillemets, je le mets général, Yakovlev. Alors, ça fait 3 ans qu'il raconte absolument n'importe quoi, essentiellement sur LCI, mais pas que. Il est invité sur d'autres chaînes. Il annonce la défaite russe, il annonce toutes les catastrophes possibles qui vont arriver à la Russie. Il ment comme un arracheur de dents. Ensuite, il nie avoir tenu tel ou tel propos. En particulier, là récemment, je l'avais répercuté. Voilà, je n'ai jamais dit que l'Ukraine pouvait faire évacuer son territoire par les troupes russes. Bah si, il l'a dit à de nombreuses reprises. Mais là, comme la situation s'aggrave pour l'Ukraine, euh, comme la Russie a probablement gagné cette guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, mais surtout contre l'ensemble de l'Occident,
il commence à être en panique. Il commence à être en panique et il bascule, lui. Oui, maintenant, il bascule dans l'abjection. Avant, c'était de la connerie. Avant, on pouvait le traiter de taré mental. Cette dimension psychopathique était quand même assez nette. Mais maintenant, là, il se roule dans l'abjection. Ça a été répercuté. La vidéo que je vais vous montrer, elle n'est pas de très très bonne qualité parce que LCI ne s'en est pas vanté. Alors, il va proférer des horreurs que je vais vous passer, mais finalement, je me demande si le pire, euh, ce n'est pas que le plateau ne réagisse pas. Le plateau ne réagisse pas, c'est-à-dire qu'on a Rochebain, non, Rochebain, on fera un petit détour à la Poédie, là il a un petit peu réagi, mais sinon en général il laisse sur son plateau, avec des mots d'approbation, dire les pires mensonges, les pires conneries, euh, les pires abjections. Là, cette fois-ci, il ne réagit pas. Le journaliste du Monde ne dit rien. L'ancien ambassadeur de France en Russie ne dit rien non plus. Monsieur Yakovlev peut vomir sans problème sur le plateau. Voyons ce qu'il nous raconte. Ça vaut de l'écouter. Certains dire qu'il faut accepter finalement aussi les conditions de Vladimir Poutine parce que finalement, il n'y a rien de pire que la guerre. Oui, rien de pire que la guerre. Oui, si, il y a la dénazification version Poutine. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44 avec les Allemands, hein, c'est peace and love. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. Vous avez bien entendu, pour cette ganache, l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, c'était peace and love. Le terme est choisi de sa part. Peace and love. Mais c'est absolument invraisemblable. Alors pour cette ganache, les 30 000 résistants fusillés, pas de problème, c'est peace and love. Les 30 000 Français déportés en Allemagne, dont beaucoup ne reviendront pas, c'était peace and love. Les massacres d'Oradour-sur-Glane, de Tulle, les fusillades d'otages, c'était peace and love. La répression féroce, la destruction de quartiers, c'était peace and love. Euh, mais surtout, si on l'écoute bien, la rafle du Veldiv, demandée par les Allemands, organisée pour le compte des Allemands, c'était peace and love. Les 80 000 juifs déportés et exterminés, juifs français déportés et exterminés, c'était peace and love, parce qu'il y a eu également les, euh, les juifs étrangers, la livraison des exilés euh, prévus aux conditions d'armistice imposées par les Allemands, la livraison de tous ces gens-là aux Allemands, c'était peace and love. Monsieur Yakovlev, non mais comment peut-on basculer à ce point dans l'ignominie? C'est absolument invraisemblable. Mais finalement, on n'a rien à attendre de ce type. On n'a rien à attendre de cette ganache déshonorée depuis longtemps. Mais les vrais responsables de cette infamie qui vient de se dérouler sous nos yeux, de cette abjection, qui est-ce? La direction de TF1. Monsieur Bouygues, coucou, rien à dire là-dessus? C'est la direction d'LCI, parce que LCI appartient à TF1. Ce sont tous ces journalistes qui n'interviennent pas, qui ne le reprennent pas, qui ne l'engueulent pas sur le plateau. Il y en a qui ont ce courage quand il y a des polémiques, mais devant M. Yakovlev, tous ces pseudo-journalistes, parce que ce ne sont pas des vrais journalistes qui sont sur les plateaux, ne sont pas dignes de cette qualification. Donc, c'est quand même déjà invraisemblable. Mais il y en a d'autres qui sont responsables. Monsieur le chef d'état-major des armées françaises, qu'est-ce que vous attendez pour intervenir face à cette personne qui déshonore l'armée à laquelle il a appartenu? Quand est-ce que monsieur Lecornu, très prolixe sur tous les plateaux pour nous dire qu'il faut absolument
partir en guerre contre la Russie, quand est-ce qu'il va intervenir pour dire ça suffit? Le général Pinatel, qui lui a une dignité, était quelqu'un d'éminemment respectable, a protesté en interpellant les hiérarchies militaires en disant qu'est-ce que vous attendez pour réagir à ce que se fait ce monsieur qui, naturellement, se prévaut en permanence de son grade de général, qui lui a été octroyé par l'armée française. Je rappelle qu'il est probablement deuxième section. Je n'ai pas le détail, mais je pense qu'il est deuxième section. Et il est tenu à un devoir de réserve. Alors qu'est-ce que vous attendez, les galonnés actuellement en service, pour intervenir, pour dire que ces propos sont tout à fait inadmissibles? Et puis il y en a d'autres. Et voilà, moi je reviens avec mon dada habituel. Coucou les magistrats, coucou, parce qu'on est quand même confronté là, alors c'est du négationnisme, je vais y revenir, mais on est confronté avec cette façon de considérer les horreurs accomplies par l'Allemagne. Je rappelle que Klaus Barbie a été condamné, après qu'il ait été arrêté, qu'on essaie de le chercher en Bolivie, il a été condamné pour crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre, ils étaient prescrits quand on l'a jugé. Pas les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Qu'est-ce que vous attendez face à cette apologie de crimes contre l'humanité? C'est une infraction pénale en droit français. Qu'est-ce que vous attendez, messieurs les magistrats, pour ouvrir une enquête préliminaire, même pas une enquête préliminaire d'ailleurs, ouvrir immédiatement une instruction pour que ce personnage soit renvoyé devant le tribunal correctionnel pour apologie de crimes contre l'humanité, apologie de crimes de guerre? Je me répète, ce sont des infractions qui sont dans le code pénal. Et puis, qu'est-ce qu'on constate à cette occasion? Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur ce qui s'était passé en France pendant l'occupation allemande, peace and love. Tout ce que j'ai décrit, dont ils considèrent que c'est peace and love par rapport à ce que font les Russes. Les Russes, ils n'ont pas fusillé des centaines et des milliers d'otages. Les Russes, ils n'ont pas déporté des gens, même pas des juifs, des gens dans des wagons plombés pour les faire passer dans des chambres à gaz. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait à cette occasion en prenant ces détails-là et en particulier en prenant ce qui concerne l'extermination des juifs? C'est une forme de négationnisme parce que tout le monde sait très bien que la Russie ne... Alors on peut peut-être prétendre qu'elle commet des crimes de guerre, ce sera à établir, on peut prétendre qu'elle commet des crimes contre l'humanité, mais en ce qui concerne euh, l'extermination des populations dans des chambres à gaz, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc en banalisant complètement et d'une certaine façon en niant la réalité de ce qu'a été l'occupation allemande, y compris et surtout dans sa dimension d'extermination des Juifs. Monsieur Yakovlev, il fait du négationnisme. Chers amis magistrats, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez la fameuse loi Guesso, qui considère que la négation de la... On va faire court, on va schématiser un peu la négation de la Shoah, la négation de l'Holocauste, de la façon dont elle s'est passée, qui a été jugée à Nuremberg, est une infraction pénale. Qu'est-ce que vous attendez pour bouger enfin, pour faire preuve d'un minimum de sens moral? Je ne revendique même pas le respect de votre mission, le respect de votre serment de faire respecter la loi dans ce pays. Je fais simplement appel à votre morale par rapport à ce vomi que M. Yakovlev vient de déverser sur le plateau de LCI. Je dis ça, mais je ne me fais absolument aucune illusion, ni de la part de la hiérarchie de l'armée française, ni de la part du ministre de la Défense, ni bien sûr de la part de nos chers magistrats. Alors, on va clôturer cette petite séquence en matière d'abjection. Je ne pense pas qu'Alla Poédie puisse concourir au concours de l'abjection, justement. Elle dit n'importe quoi. Elle affirme tout un tas de choses et
on va se passer la petite vidéo dans laquelle elle ne dit pas que, que c'était peace and love, l'occupation allemande en France, mais finalement, elle n'en est pas si loin lorsqu'elle parle du rôle d'Hitler par rapport à son peuple. Oh ben Hitler, il était gentil. Oh, Hitler, il n'a pas volé son peuple, c'était formidable, alors que Poutine, comment qu'il n'est pas trop méchant. C'est tellement grotesque, mais c'est la 20e fois qu'elle nous fait le coup, qu'elle traite les Russes de cafards, qu'elle fait preuve de racisme sur le plateau. Et là, là on voit que ils réagissent un peu. Hein. Rochebin se dit oulala, là, ça va un petit peu trop loin. Alors, il rigole plutôt que de la faire taire et plutôt que d'arrêter de l'inviter. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, vous choisirez. Moi, Yakovlev, il tient la corde quand même hein, pour le podium des abjects. Concurrence avec Sophie Primas. Mais dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je répète, je vais lancer un petit sondage sur Twitter, donc je vous invite à y aller. À la suite de cette cartouche, je vais vous demander de voter. Voilà, on écoute à la poédie. Il y avait, en tout cas, Hitler, il n'a pas volé son peuple, il n'a pas amassé tous les capitaux, et Staline non plus, vous voyez ce que je veux dire Staline est mort, il n'a pas de château, il n'a pas de milliards. La poésie, pardon, la poésie. Donc, soyons sérieux, non, on ne peut pas dire qu'Hitler a fait le bonheur des Allemands. Bon, c'est quand même bon, voilà. Ça fait 3 ans que ça dure. Hein. Ça fait 3 ans que ça dure. Alors nous, on a réagi, on a essayé de faire de la réinformation, comme je l'ai dit souvent. Bon, c'est on a pas mal avancé quand même, mais notre Occident est quand même, et la France en particulier, est quand même dans un drôle d'état.